Première édition du journal de ce vendredi 23 mai 2025 en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous suivez dans cette première édition que nous ouvrons par cette audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée à l'émissaire des présidents mauritaniens en séjour en République démocratique du Congo. La ministre mauritanienne, conseillère à la présidence, était porteuse d'un message du président mauritanien à son homologue de la République démocratique du Congo. D'autres précisions dans ces reportages signés Pierre Kibombe Soumoui. La République démocratique du Congo et la Mauritanie entretiennent d'excellentes relations bilatérales, séculaires, d'amitié et de coopération qui doivent être redynamisées. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi soir à la résidence présidentielle de Mongaliema Madame Ba Aïssata, ministre et conseillère à la présidence mauritanienne. Elle était porteuse de messages du président Mohamed Ould El Ghazouani à son homologue de la RDC. Donc j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à qui nous avons transmis un message de son frère et ami, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, qui nous a demandé de transmettre à son frère et ami ses salutations les plus sincères et un message fraternel de sa part vers le président et pour le peuple congolais frère. Cet entretien rentre dans le cadre des relations bilatérales entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo, qui sont des relations anciennes, solides, excellentes, que nous devons préserver et entretenir. Et ces relations bilatérales, le président de la République islamique de Mauritanie nous a demandé de les redynamiser, ce que le président aussi a bien accueilli. Nous avons, le président a lui aussi transmis ses salutations les plus sincères au président de la République islamique de Mauritanie, a exprimé ses vœux de prospérité aussi pour le peuple mauritanien frère. La Mauritanie et la République du Congo entretenaient depuis longtemps des relations de coopération et d'amitié. Ces relations ne se sont jamais interrompues. Je peux donner comme exemple la première école nationale des instituteurs a été financée par la République démocratique du Congo, donc depuis les années 70, pour dire que les relations sont vraiment anciennes et avec la présence des ambassades aussi, d'autres volets de coopération sont en train d'être étudiés aussi, domaine de la pêche, du commerce, etc. Voilà, donc c'est des relations que nous verrons vraiment fructifier et aussi à un niveau plus élevé. La conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique Wagner, Catherine Mbouyi, et le nouvel ambassadeur de la RDC en Mauritanie, Eric Ngindou, ont assisté à cette entrevue. Et à l'Assemblée nationale, les contrôles parlementaires se poursuivent avec cette fois-ci l'audition du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquema Chabani. Il a été interpellé et a répondu aux questions des députés nationaux axées sur les dérives policières et l'insécurité. D'autres détails dans ce reportage signé à Nimbalaka. Dans le cadre du contrôle parlementaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquema Chabani, a été entendu ce jeudi 22 mai 2025 à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question orale avec débat initié par le député national Eyangamboyo, préoccupé par les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence d'agents fictifs au sein de la PNC. La République démocratique du Congo fait face depuis plusieurs années à une agression extérieure par des forces ennemis qui, chaque jour, massacrent et tuent nos compatriotes. Cette situation tragique constitue une épreuve intolérable pour notre nation.
Dans ce contexte de guerre imposée, où la survie de notre peuple est déjà menacée par le force extérieure, il est inconcevable que les pratiques ignobles telles que les arrestations arbitraires, les tracasseries policières et la présence des agents fictifs au sein de notre police viennent s'ajouter à la souffrance de notre peuple. Face à la plénière, le VPM a rassuré sur sa détermination à lutter contre les antivaleurs et à sécuriser les citoyens. Il a évoqué le renforcement du contrôle interne ainsi que la réforme en cours de la police nationale congolaise, actuellement à l'examen à la Commission défense et sécurité. La formation de 5000 agents spécialisés, notamment de la Légion nationale d'intervention, les équipements modernes des unités de la police nationale dans les 26 provinces, en respect des normes et standards internationaux. Pour l'axe redevabilité, le contrôle, les audits, enquêtes et évaluations à travers l'inspection générale de police, l'évaluation et respect des droits de l'homme et de l'intégration du genre, le dialogue permanent entre la police et la population à travers les conseils locaux de sécurité. Plus de 40 députés ont saisi cette occasion pour soulever diverses préoccupations. Insécurité à Lubumbashi et à Boma, conflit de leadership coutumier, le phénomène Kuluna et Mobondo, la problématique des agents fictifs et intégration des forces de sécurité à la SENSAP. Un délai de 48 heures a été accordé au VPM pour des réponses complémentaires. En début de séance, la plénière a adopté le projet de loi de rectification modifiant la législation sur le secteur de l'électricité avec l'ajout des articles 4B et 97B. Le président Vital Kamerhe a également annoncé la mise en place des 2 commissions chargées d'examiner les réquisitoires du procureur général contre le ministre d'État Constant Moutamba. Le renforcement de la coopération autour de la promotion du genre a fait l'objet, entre autres, d'échanges entre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, une délégation de l'ONU Femmes RDC, conduite par sa représentante adjointe Catherine Ondimba. D'autres précisions dans ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé le jeudi 22 mai 2025 avec une délégation des ONU Femmes section RDC autour de plusieurs matières liées au genre. Il s'agit d'une rencontre pour affermir davantage le partenariat entre ONU Femmes et l'Assemblée nationale congolaise. C'était une occasion pour la représentante adjointe de l'ONU Femmes, Catherine Ondimba, de faire un plaidoyer pour l'accélération de l'implantation au niveau national de plusieurs engagements pris par la République démocratique du Congo au niveau international, notamment en rapport avec les genres. L'attente que nous avons, c'est déjà l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale en tant qu'homme engagé pour la promotion des questions de l'égalité des sexes, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Il y a aussi son implication personnelle pour que l'initiative comme celle des forums que nous organisons avec les femmes parlementaires puisse être pérennisée. Mais tout ce qu'il y a aussi en termes de partage d'expérience avec d'autres acteurs et consolidation des connaissances sur les questions parlementaires, la budgétisation sensible au genre, mais aussi la prise en compte du genre dans différentes réformes qui pourraient être réalisées au niveau législatif. Elle a insisté sur la nécessité de positionner la question du genre dans les discussions budgétaires prévues en septembre prochain afin de doter la République démocratique du Congo d'un budget qui répondra aux besoins des hommes et des femmes sans aucune discrimination. Le président de l'Assemblée nationale, en grand défenseur du genre et de l'autonomie féminine, a salué les efforts que fait ONU Femmes pour l'optimisation de la situation de la femme congolaise. Il a réitéré l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner cette démarche à tous les niveaux. En bref, et en nouvelle, au cours de la plénière d'hier au Palais du Peuple, les sénateurs ont voté pour la levée des immunités parlementaires autorisant par ricochet les poursuites judiciaires contre l'ancien président de la République et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Nous allons nous rendre cette fois-ci à Kolwezi où l'édition 2025 du Katonga Business Meeting a vécu. C'était autour du thème « Bâtir notre futur ». Cet événement a été marqué par la présence remarquée de la Première ministre Judith Suminwa. D'autres détails dans ce reportage. 6e édition du Katanga Business Meeting, un rendez-vous de haut niveau.
des opérateurs économiques qui a gravité autour du thème « Bâtir notre futur » focus sur les objectifs prioritaires. Parmi les acteurs majeurs figure Kamoa Cooper SA, à la fois exposant et panéliste, à travers sa directrice générale Anne-Belle Outuizen, aux côtés de panélistes de Renault, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka, Nicolas Grégoire, directeur d'exploitation de l'Obito Corridor, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, autour de la thématique Corridor de l'Obito et transition industrielle, bâtir la souveraineté économique de la RDC. Notre groupe a commencé à investir dans le pays en 2008 et notre production a démarré en 2021. Nous sommes désormais le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique. Nous venons tout juste d'achever la construction de la plus grande fonderie des cuivres du continent et nous sommes parfaitement alignés avec le projet du corridor. Par ailleurs, le groupe Ivanhoe Mines, dont Kamoa fait partie, a commencé à investir dans le pays en 2018 et la production de Kamoa a démarré en 2021. Il est désormais le deuxième plus grand producteur de cuivre en Afrique et premier en RDC. Kamoa vient tout juste d'achever la construction de la plus grande fonderie de cuivre du continent et parfaitement aligné avec le projet du corridor. L'actualité, c'est aussi la tenue à Kinshasa, la table ronde visant entre autres à mobiliser les participants, notamment les partenaires nationaux et internationaux, autour du plan d'action nationale 2024-2028 de lutte contre la prolifération en République démocratique du Congo des armes légères et des petits calibres. On en parle dans ces reportages. La prolifération des armes légères, l'une des causes qui favorise l'insécurité en République démocratique du Congo. Les gouvernements congolais, à travers la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, s'engagent à éradiquer définitivement ces phénomènes qui perdurent, d'où la mise en place d'un plan d'action national 2024-2028 pour lutter contre la prolifération illicite des armes légères sur son sol. Pour y parvenir, l'apport des partenaires s'avère important. Ce mercredi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, a lancé les assises de la table ronde sur la prolifération des armes légères. Compte tenu de la complexité de l'environnement sécuritaire, la traçabilité des armes en RDC reste un défi important, non négligeable. Occasion pour le ministre Chabani de réaffirmer cet engagement du gouvernement qui s'inscrit dans la droite ligne de la réforme du secteur de la défense telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif de cette table ronde est d'obtenir le soutien et l'accompagnement des partenaires pour la mise en œuvre d'un plan d'action de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre en République démocratique du Congo, d'harmoniser les points de vue sur la dynamique du marquage des armes dans notre pays, afin de faciliter leur traçabilité depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'utilisateur final. Cette démarche vise à réduire sensiblement la violence armée, souvent imputée à nos forces de défense et de sécurité ou à la population, même lorsque cela n'est pas le cas. Ouvert le 21 mai au Pullman Hotel de Kinshasa, les travaux de cette table ronde prendront fin le jeudi 22 mai 2025. Et après Kinshasa, la caravane humanitaire dénommée Amani vient d'arriver à Butembo. Question d'apporter des vivres et non-vivres aux déplacés des atrocités de la guerre d'agression de la partie est du pays, notamment de Goma et Bukavu. Après la ville de Beni, la caravane humanitaire Amani a mis les caps sur la ville montagneuse de Butembo. À la mairie de la ville portant le même nom, la délégation s'est entretenue dans un huis clos avec le maire policier. Merci vraiment pour l'accueil. Je suis ému pour l'accueil réservé à notre délégation. Continuons à prier Dieu pour notre province, pour les retours de la paix.
C'est avant d'apporter un message de réconfort et de compassion en faveur de déplacés de guerre venus de Bukavu, Goma et Lubero suite à l'agression barbare du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Dans cet élan de compassion, le député national élu de Goma, Patrick Mouniomo, a procédé à la remise des vivres, vaches, sacs de farine, riz aux déplacés de guerre, aux FARDC et aux volontaires patriotes Wazalendo en première ligne du combat. Je vous remets notre assistance pour les Wazalendo qui sont au front et ils transmettaient le message de nos encouragements. Ils doivent savoir qu'ils ont le soutien et la confiance des députés nationaux. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup de ces gestes que vous venez de poser à l'endroit de nos vaillants Wazalendo. Merci. Je vous remercie. Merci. Le maire policier de Butembo a salué cette initiative, la qualifiant d'assistance de grande portée humanitaire en cette période de crise sécuritaire. Revenons à Kinshasa pour parler de cet atelier d'évaluation du plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques en République démocratique du Congo. D'autres détails dans ce reportage signé Eugénie Dada Chabani. La situation de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en République démocratique du Congo demeure précaire. Selon l'enquête mixte 2018, 50% seulement de la population de la RDC ont accès à des points d'eau améliorés et moins de 29% à l'assainissement amélioré. La même enquête révèle que les tests de prélèvement de l'eau dans les points d'eau améliorés révèlent la présence de bactéries. Cette situation est à la base de la flambée de choléra dans quelques provinces et les autres maladies diarrhéiques. Pour répondre à ces défis, les pays, à travers le ministère du Plan, a mis sur pied le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra pour la période 2023-2027, en partenariat avec le ministère de la Santé et celui de l'Environnement. Ces plans s'alignent sur la feuille de route de l'action mondiale de l'ONG Global Task Force on Cholera Control. Ces plans stratégiques multisectoriels est prévu pour la période de 2023 à 2027. Il est mis en application par le Comité national d'action de l'eau, de l'assainissement du ministère du Plan et de quelques experts du ministère de la Santé et de l'Environnement. L'évaluation de la mise en œuvre de ces plans stratégiques justifie l'atelier national de l'eau, hygiène et assainissement ouvert par le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guylaine Nyembo. Les délégués de toutes les provinces ont pris part à ces assises qui bénéficient de l'appui financier de l'UNICEF, des PAD, des FRC et d'autres partenaires. Tout à fait autre chose. Les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique s'est entretenu avec une délégation du ministère des Mines et leurs discussions ont tourné autour de la signature officielle du cadre et des structures organiques de ces ministères. Dans l'optique de définir la structure hiérarchique, les postes de travail, les responsabilités et les effectifs nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat général de l'administration de mines, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature des cadres organiques du ministère de Mines le jeudi 22 mai 2025 en présence du ministre des tutelles Kizito Pakabonga Kapinga. Ce nouveau cadre du secrétariat général de mines permet de projeter des actions de recrutement et le renforcement de capacités des agents et cadres de cette administration en rapport avec les objectifs stratégiques assignés au ministère de Mines. À la vue de l'importance du secteur minier dans la structuration du tissu économique de notre pays, l'administration qui est dédiée se doit d'être structurée et être la plus apte à assurer jusqu'au possible les services jusqu'au dernier kilomètre dans notre pays afin de se rassurer que le contrôle des ressources minières n'échappe pas au pouvoir public. Matérialisant les assignations du chef de l'État, le gouvernement, par l'entremise de la vice-primature de la fonction publique, démontre sa ferme volonté de répondre au triptyque « un agent, un poste, un salaire ». Avec les changements qui vont être opérés, cela permettra à notre administration de pouvoir répondre au mieux aux attentes des opérateurs dans le secteur minier, avec une éthique, avec une meilleure gouvernance, avec des agents plus qualifiés et des agents qui se mettent réellement au service de nos contribuables
et notre population. Avec la mise à jour des cadres organiques, l'administration publique congolaise se donne les moyens pour l'amélioration de la performance et une gestion efficace des ressources humaines. Et en séjour à Kinshasa, la coordinatrice, la mission d'établissement des faits mandatée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a été reçue par le ministre congolais à la communication et des médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katemboué. Retour en image avec Gaëtan Magalano. Faire la lumière sur les violations de droits humains dans le province du Nord et Sud Kivu dans l'est de la RDC, la coordonnatrice de la mission d'établissement de faits mandatée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme obtient la version de Kinshasa. Nous sommes en train de faire les investigations de tous les côtés sur les violations des droits de l'homme. On va se focaliser sur les derniers mois, mais bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants à prendre en considération, qui datent d'avant. On a parlé beaucoup avec la société civile, on a parlé avec d'autres autorités et on a eu beaucoup d'entretiens avec des collègues des Nations Unies, de la MONUSCO, mais aussi par des partenaires des ONG. Et entre-temps, les investigations sont en cours, on ne peut pas prononcer sur les détails. Le ministre Patrick Muyaya a réaffirmé l'engagement du gouvernement RD congolais en faveur de la justice pour toutes les victimes des atrocités commises dans l'est de la RDC. Le ministre de l'écoute et de la parole a salué l'initiative onusienne tout en rappelant la nécessité de garantir la vérité, la réparation et la non-répétition. Adopté le 7 février 2025 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le rapport de cette mission d'établissement de faits sur les événements survenus entre janvier 2022 attendu en septembre prochain devant le Conseil des droits de l'homme. On vient maintenant à cette télé des renforcements de capacité des parlementaires congolais en toile de fond les enjeux de la coopération transfrontalière en matière de gestion durable de l'eau en République démocratique du Congo notamment. On en parle dans ces reportages signés Chimé Dondo. La rencontre stratégique entre la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, et les parlementaires issus de 2 chambres de parlement, particulièrement ces 2 membres de commissions en charge de l'environnement. À l'ordre du jour, l'adhésion imminente de la RDC à la Convention sur la protection et l'utilisation de cours d'eau transfrontaliers et de lacs internationaux, plus connus sous le nom des conventions de l'ONU sur l'eau. Dans son intervention, la ministre d'État a souligné la valeur géostratégique de l'eau, particulièrement dans un contexte mondial de plus en plus tendu face aux effets du changement climatique. Elle a rappelé que la RDC, qui détient plus de 50% de ressources en eau douce d'Afrique, a une responsabilité régionale et mondiale dans la gestion durable de cette richesse vitale. En adhérant à la Convention sur l'eau, la République démocratique du Congo pourra bénéficier de son accompagnement dans la protection de ces immenses ressources en eau, dans la mise en œuvre des différents accords et protocoles sur les autres transfrontalières avec ses voisins et aussi dans plusieurs autres aspects, notamment dans l'application effective de sa loi relative à l'eau. L'atelier DC 20 mai marque une étape décisive dans le processus d'adhésion à la Convention de l'ONU sur l'eau. Avec les soutiens affirmés de parlementaires, la RDC pose de base d'une diplomatie environnementale proactive au service du développement durable et de la paix dans la région. Et dans le reste de l'actualité, la mise en œuvre du plan directeur des transports de Kinshasa, il en a été question lors des échanges que les ministres délégués près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique des villes Tengetelito a eu avec une délégation de l'agence japonaise de coopération internationale conduite par son représentant résident en République démocratique du Congo. Les explications sont signées ici par Louisette Ntsakala. Un plan directeur de développement des transports à Kinshasa est plus qu'une nécessité en ce temps où la ville connaît une carence en société des transports et d'infrastructures routières de qualité et des embouteillages. Kinshasa et Tokyo s'y penchent à travers le ministre délégué à l'urbanisme Tengetelito et le représentant résident de la JICA. Les embouteillages dans la ville sont toujours. Et donc on doit trouver une solution. Nous sommes ici et pour
discuter comment on peut faire avancer ce plan directeur de développement de transport dans la ville de Kinshasa. Le contexte s'y prête quant à l'avènement de ces plans directeurs. En fait, justement, ce que ce plan directeur soit mis d'application, puisqu'il parle des problèmes de mobilité, il parle notamment des voies qui facilitent cela. Vous avez le BRT, ça parle aussi des chemins de fer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut commencer quelque part pour voir jusqu'où cela nous mène. Et évidemment, nous, on va beaucoup plus loin, évidemment, à les inviter à s'intéresser aussi aux autres villes. Vous savez que dans le plan du gouvernement, il y a 6 villes principales sur lesquelles le gouvernement, en fait, se penche. Vous avez notamment, on parle de la ville de Lubumbashi, vous avez le Congo central, vous avez évidemment Kinshasa et d'autres villes en perspective, notamment vous avez aussi le Sankoro aussi, où on parle de la ville de Lumumba-Ville, donc c'est quand même quelque chose de très important. Mais je pense qu'on ne réinvente pas la roue. Nous avons le plan directeur de transport de Kinshasa qui pose des véritables problèmes et qui propose aussi en même temps des pistes de solutions pour lutter contre ces embouteillages, mais aussi pour les rendre beaucoup plus fluides, et aussi dans le cadre d'une partie aussi de l'urbanisation. Il y a un grand programme qui est là-dedans, et c'est notre rôle en tant que ministre en charge de la politique de la ville, se baser sur ce qui existe et qui amène comme solution. Ces plans réfléchissent sur les transports en masse pour faciliter la mobilité dans la ville. On rentre cette fois-ci dans la partie est de la ville où se tient notamment dans la commune de Kimbonseki l'atelier des formations axées sur l'entrepreneuriat et la gestion intégrée des déchets, l'aménagement des espaces publics. On en parle dans ces reportages signés Mamita Bangulu. Dans le cadre de la phase 2 du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4PD, la commune de Kimbanseke a été sélectionnée comme zone pilote pour la mise en œuvre de la police de proximité. Ce projet soutenu par l'agence japonaise de coopération internationale JICA vise à renforcer la collaboration entre la police et la communauté afin d'assurer la paix sociale, le bien-être des citoyens, la gestion des déchets et l'opérationnalisation du Conseil local de sécurité de proximité. Le but poursuivi par cet atelier de 4 jours est de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la collaboration entre la police et la communauté et d'identifier les défis actuels dans les relations police-communauté et de proposer des solutions concrètes. Avec plusieurs interventions entre autres pour Rebecca Mamba, chargée d'assainissement de la commune de Kimbanseke, l'assainissement demeure un défi majeur. C'est ensemble avec détermination que nous pourrons faire de Kimbanseke une commune propre, saine et exemplaire pour la vie de Kinshasa. De son côté, Clément Roki Lunungu, le secrétaire exécutif du Conseil local de sécurité de proximité de la commune de Kimbanseke, a indiqué soutenir l'opérationnalisation du Conseil local de sécurité de proximité. Paul Kimbolo, assistant communautaire à Oni Habitat, s'est attelé sur l'importance particulière à la collaboration police, communauté, urbanisme, rural. Nous sommes là pour organiser à tout moment des réunions avec des chefs de quartier, avec des chefs de rue et des forums avec nos populations afin de mettre fin à tous les désordres possibles dans notre commune. Selon Jesrel Muzungu, l'urbanisme est bien plus qu'une simple question de construction d'habitation. Nous voulons insérer la jeunesse dans la sécurité communautaire, qui puisse devenir entrepreneurs dans le domaine d'assainissement. Les axes majeurs à cette deuxième phase du projet, l'amélioration des relations entre la police et la population sur le plan local de sécurité, ce qu'on appelle le PLS. L'atelier a renforcé les compétences des participants pour valoriser les déchets et améliorer les espaces publics à travers l'entrepreneuriat circulaire. Officiellement, il y a de cela quelques mois, une délégation des chefs traditionnels du territoire de Rungu, nous sommes là dans la province du Haut-Ouélé, est allée rencontrer, échanger avec le gouverneur de cette province, question de lui exprimer les satisfactions quant à la concrétisation de cette reconnaissance officielle par le président de la République. C'était dans une initiative de la Fondation Jacques Sangba, dont le promoteur, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale et élu du coin, a dit avoir organisé cette rencontre en guise de gratitude à l'endroit de toutes ces têtes couronnées pour le soutien dont il a bénéficié lors de son élection en 2023. Il n'a pas aussi oublié de saluer le dynamisme du gouverneur Jean Bakomi Togambou qui a réussi à stabiliser la situation administrative de toutes les têtes couronnées du
Otuele. Mes hommages le plus déférent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, tout en les remerciant pour l'attention particulière accordée au dossier des chefs coutumiers jusqu'à y trouver satisfaction ces derniers en particulier. Messieurs les chefs coutumiers, il a fallu plusieurs décennies pour que chacun de vous trouve satisfaction à ces problèmes administratifs qui vous a consommé. Maintenant que la solution est là, je commence par vous féliciter pour votre endurance. Même message de la part des chefs traditionnels des Rungu qui, par la bouche de Sa Majesté Amédée André Soarazé, de la chefferie Ndei, ont témoigné leur attachement inconditionnel à toutes les autorités soucieuses de la paix et du développement de leurs entités respectives. Nos sentiments de joie en nos élites provinciaux du territoire de Rungu, particulièrement à l'honorable Jacques Sangba, pour l'organisation de cette manifestation. Le gouverneur Jean Bakomi Togambu, pour sa part, n'est pas resté indifférent en attendant l'investiture progressive de toutes ces autorités traditionnelles. Comme à l'accoutumée, cette rencontre était un véritable moment de réjouissance. Voilà pour l'actualité de ce matin. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Pecho Moubenga, Mamita Bangoulou, Alain Galia, ainsi qu'à nos Mouti et Jacques Kabouabaga, c'est que nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français et dans les autres langues de diffusion. Le prochain, ce sera tout à l'heure à 13h30 avec Marie Kalonga, la présidente.